Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui a pas mal fait l'actualité des médias économiques et financiers ces dernières semaines, qui est celui des repurchase agreements, c'est-à-dire des repos, sur lesquels on a eu de grosses tensions au niveau des taux d'intérêt depuis à peu près la mi-septembre 2019. Alors le marché des repos, c'est un marché sur lequel les banques vont venir chercher des financements à court terme lorsqu'elles ont un besoin de cash ponctuel. Pour cela, elles vont prêter principalement des bons du trésor. Donc une banque qui a besoin de cash va prêter à une autre banque des bons du trésor qu'elle détient en échange de cash, en s'engageant ensuite à racheter ces bons du trésor qu'elle a prêtés à très court terme, hein, souvent des échéances d'un jour ou deux. Et ça permet donc ce marché des repos aux banques de trouver sur le court terme de financer les besoins de cash qu'elles peuvent avoir ainsi. Alors si on regarde un historique d'assez long terme sur ce qui se passe sur ce marché des repos, on va regarder par exemple la totalité carrément de l'historique disponible. On voit que sur la période d'avant la crise 2008-2009, on avait un niveau relativement constant pour ce marché de repos, une vingtaine de milliards, 20-30 milliards hein, quotidiennement échangés. On a eu un pic pendant la crise financière de 2008 qui est assez logique. Il traduisait à ce moment-là les tensions croissantes qui pesaient sur le système bancaire américain, avec des besoins de cash de plus en plus pressants chez les banques. Et du coup, on a eu des échanges beaucoup plus élevés sur le marché des repos qui ont dépassé à un moment les 100 milliards de dollars. Ensuite, la Banque centrale américaine, la Fed, a injecté massivement des liquidités dans le système. Et depuis ces injections et les politiques de quantitative easing qu'elle a menées, le marché des repos est devenu quasiment mort, hein, presque inexistant, puisque les banques avaient trop de liquidités, elles n'avaient absolument plus besoin d'en chercher ailleurs. Et brutalement, à partir du mois de septembre 2019, on a eu une explosion des échanges sur ce marché des repos, avec des pics de taux d'intérêt qui ont dépassé ponctuellement les 10%, donc des choses totalement anormales, qui ont traduit tout simplement le fait que de nouveau les banques avaient un fort besoin de cash. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le pic qui a eu lieu au mois de septembre 2019 a été bien supérieur à celui de la crise financière de 2008-2009. Hein. On est à peu près à un niveau équivalent au double hein, en ordre de grandeur. Donc on avait à ce moment-là de réelles tensions sur le système. Tensions qui persistent encore aujourd'hui. Si on zoome, vous voyez que malgré les récentes actions de la Fed, ce marché de repos continue à être très actif en ce moment. Hein. Au 13 novembre 2019, on était encore à des niveaux bien au-dessus de ceux de la crise 2008-2009. Alors là-dessus, on a pu lire toutes sortes de commentaires, hein, depuis les plus pessimistes qui voient dans cette anomalie de la courbe le signe qu'une crise systémique financière est imminente et risque d'emporter tout le système financier bancaire américain européen sur le court terme. D'autres qui disent que c'est juste une petite anomalie technique qui est liée à des besoins ponctuels de financement liés à des échéances fiscales américaines en fin d'année. La réalité, elle est autre à mon avis, hein, elle est intéressante surtout sur le plan du long terme parce qu'elle révèle quelque chose sur le système financier et sur le budget de l'État américain actuellement. Alors, si on reprend un historique du bilan de la Fed depuis une quinzaine d'années, vous avez le graphique ici. Vous voyez que ce bilan était relativement stable jusqu'à la crise financière de 2008-2009. Qu'ensuite, on a eu les premières politiques de quantitative easing américain qui ont amené à l'explosion de la taille de ce bilan. On est passé de environ 800 milliards de dollars à plus de 4 400 milliards de dollars ici à partir de 2015. Ensuite, la Fed a stoppé sa politique de quantitative easing. On a eu une phase de plateau hein, au début de l'année 2018. Et ensuite, donc sur l'année 2018, la Fed a commencé à réduire la taille de son bilan
progressivement, relativement peu quand même, hein. On est passé de 4 400 milliards à 3 700 milliards, hein, au milieu d'année 2019, au plus bas d'août 2019. Et ces mouvements ont évidemment des conséquences sur la liquidité de l'ensemble du système financier. En gros, hein, et notamment depuis cette phase-là, depuis le dernier round de quantitative easing, la Fed s'est mise à acheter assez massivement des bons du Trésor américain, donc de 2012 jusqu'à 2014. En achetant ces bons du Trésor, elle a injecté des liquidités dans le système, puisque si elle achète des bons du Trésor, tout de suite, ça signifie que du cash va arriver dans le système bancaire, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et au contraire, lorsqu'elle réduit la taille de son bilan, ça veut dire qu'elle se met à revendre des bons du Trésor qu'elle détient. Et en revendant ces bons du Trésor, ça signifie qu'il y aura d'autres opérateurs qui vont les acheter. Ces opérateurs, ça va être des particuliers, des fonds de pension, des acteurs du système économique. Et lorsqu'ils achètent ces bons du Trésor, évidemment, ils consomment le cash qu'ils ont en banque et du coup, les réserves de cash qui sont détenues par les banques ont tendance à décroître. Alors sur ce graphique du journal Économiste, vous avez ici le niveau des réserves en excès des banques américaines, hein, qui sont déposées auprès de la Fed. Alors vous voyez que dès la phase de plateau ici, donc les excès de réserve ont commencé à diminuer relativement modérément au début, mais ils ont quand même diminué. Alors pourquoi ils ont diminué? Tout simplement parce que dans le même temps, l'État américain avait continue à émettre en masse des bons du Trésor. Il faut savoir qu'il a un déficit public en ce moment qui avoisine les 1000 milliards de dollars chaque année. Donc cet État américain a besoin de trouver des acheteurs pour les nouveaux bons du Trésor qu'il émet en permanence. Alors ces acheteurs peuvent se trouver à l'étranger. Dans ces cas, ça ne consomme pas de cash pour le système financier américain, ça consomme du cash pour d'autres pays, mais ça ne suffit certainement pas. Et il va aussi les chercher auprès d'opérateurs économiques américains qui vont à ce moment-là dépenser leur cash pour acheter ces bons du Trésor. Et en faisant cela, évidemment, la quantité de cash disponible dans l'ensemble du système commence à décroître, hein, puisqu'il faut financer ces déficits américains. Et ça explique ce début de baisse donc des réserves en excès des banques américaines. Lorsque la Fed a commencé ensuite à baisser la taille de son bilan, c'est-à-dire à revendre en plus des bons du Trésor qu'elle détenait, évidemment, les réserves de cash des banques ont détruit encore plus vite, hein, puisqu'on avait à la fois la consommation liée à l'émission, au bruit de fond, l'émission permanente pour financer de bons du Trésor pour financer le déficit américain, mais aussi les reventes de la part de la Fed, hein, de bons du Trésor. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où les réserves de cash des banques ont diminué jusqu'à un point où ça a coincé. Et le moment où ça a coincé, en fait, est arrivé beaucoup, beaucoup plus tôt que ce que la Fed avait anticipé. Et c'est à ce moment-là, ça s'est passé au milieu du mois de septembre, hein, que les banques américaines ont commencé à revenir en masse sur le marché des repos pour tenter de trouver le cash qui leur manquait pour financer leurs opérations. Alors face à ce problème, la Fed a été obligée de réagir en urgence, un peu en catastrophe, hein, elle n'avait visiblement absolument rien prévu. Et vous voyez que entre le 11 septembre ici, où on était à une taille de bilan de 3 769 milliards, et ce qu'on a maintenant 2 mois plus tard, on passe à 4 047 milliards. La Fed a injecté pas loin de 280 milliards de dollars en 2 mois dans le système. Alors c'est un rythme de 140 milliards par mois, c'est plus élevé, mais même nettement plus élevé jusqu'ici que le rythme de hausse qu'on avait observé lors du précédent round de quantitative easing. On était entre 60 et 80 milliards par mois. Et en 2 mois, la Fed a tout simplement effacé déjà la moitié de la contraction de son bilan qu'elle tentait d'effectuer depuis 2018. Alors comment ça se passe? La Fed, pour augmenter ainsi la taille de son bilan, elle fait tout simplement l'inverse de ce qu'elle avait prévu de faire jusqu'ici, c'est-à-dire qu'elle se remet à acheter en masse des bons du Trésor américain pour remettre de la liquidité dans le système.
Alors cette crise des repos, qui serait effectivement devenue une crise systémique majeure en quelques semaines si la Fed n'avait pas réagi très rapidement comme elle l'a fait, elle nous montre une chose qui est essentielle et importante à comprendre, c'est qu'on est arrivé beaucoup plus vite que prévu au point où l'État américain ne peut plus trouver de financement extérieur à la Fed pour assurer le fonctionnement de son déficit. C'est-à-dire que si aujourd'hui la Fed cesse d'acheter des bons du Trésor américain, en quelques mois, on va se retrouver avec une nouvelle crise massive des repos et une crise financière et systémique générale avec une explosion des taux d'intérêt à la hausse et évidemment une crise économique majeure qui va se déclencher presque instantanément. Donc les caractéristiques de ce nouveau quantitative easing qui n'est pas encore officiel, hein, pour l'instant la Fed prétend qu'elle n'en fait pas, mais bon, ce graphique montre clairement qu'elle s'est lancée par la force des choses dans un nouveau round de quantitative easing. Donc ce quantitative easing marque pour la première fois le moment où l'État américain dépend entièrement maintenant de la Fed pour assurer son fonctionnement budgétaire et le financement de ses déficits. Et donc ça correspond évidemment, là aussi pour la première fois, à une création monétaire directe, hein, puisque la Banque centrale achète des bons du Trésor pour financer le déficit américain. C'est exactement ce que, à quelques détails techniques près, ce que les États faisaient lorsqu'ils faisaient tourner leur planche à billets au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Au niveau des déficits publics américains, on est en ce moment à un déficit de l'ordre de 4% du PIB. Et là aussi, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a un tel niveau de déficit en sommet de cycle économique. On a eu des déficits plus importants, bon, par exemple ici dans les années 80, pendant la crise financière de 2001-2002 ou pendant la crise financière de 2008-2009. Mais en sommet de cycle, bah ici vous avez des exemples de sommet de cycle en 2006-2007, ici en 2000. On n'avait pas ces niveaux de déficit à 4% du PIB. Donc si là, on est déjà à ce stade en sommet de cycle, lorsque la récession va arriver, vous voyez tout de suite ce qui va se passer, on va replonger très bas. Les États vont vouloir relancer les économies. Évidemment, là, cette fois, ils n'ont plus aucun moyen, aucune marge de manœuvre au niveau des taux d'intérêt pour le faire, puisque les taux d'intérêt sont déjà très bas, hein. Ils sont à 0 en Europe, au Japon. Ils sont à peine au-dessus de 2% aux États-Unis. Donc la seule marge de manœuvre qui restera aux États, bah, ça sera le déficit public pour déverser de l'argent sur la population, construire des ponts qui servent pas à grand-chose, enfin bref, se lancer dans des politiques de grands travaux via le déficit public. Et comme la crise de repos nous montre qu'on n'a plus de cash disponible dans le système, d'autres financeurs possibles en dehors de la Fed à présent, eh ben, ce déficit public, cette explosion du déficit public à venir va se faire directement par création monétaire. Et ça laisse vraiment, à mon avis, présager une sortie hyperinflationniste pour la prochaine crise. Il faut bien comprendre que dans le système hyper endetté qui est le système américain actuellement, c'est la même chose pour le système européen ou japonais, un épisode d'inflation modérée à 5-10% par an est absolument totalement impossible. C'est exclu parce que un tel niveau d'inflation mettrait immédiatement à terre le système vu qu'il est surendetté à fond. On est à des ratios de plus de 300% du PIB d'endettement sur la plupart des économies développées aujourd'hui. Et on a vu récemment, tout simplement pendant l'année 2018, qu'une petite hausse des taux à des niveaux de 2,5-3% sur le 10 ans américain suffisait déjà à provoquer une baisse importante du marché des actions. Vous vous souvenez tous des secousses qu'on a eues en 2018. Donc ça, c'est pour une hausse des taux à 2,5 ou 3% sur le 10 ans américain. Vous imaginez ce qui se passerait si ce taux à 10 ans passait simplement à des niveaux de 5-10% par an. Donc dans le système actuel,
seules alternatives possibles, c'est le maintien des taux proches de zéro actuels tant que le système économique, les acteurs économiques vont garder confiance dans le système, ou bien l'issue hyperinflationniste avec des évaluations monétaires massives lorsque les opérateurs auront perdu confiance dans la solvabilité des États. Et ça se produira, à mon avis, à l'issue de la prochaine crise économique et financière. Alors vous trouverez, hein, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, des liens que vous pourrez consulter si vous souhaitez vous protéger contre ces issues qui semblent maintenant inévitables à un moyen long terme, ou bien carrément tirer profit. Et je vous donne aussi rendez-vous dans quelques semaines maintenant pour une nouvelle formation que je vais proposer qui va être axée entièrement sur les valeurs tangibles, donc pétrole, or notamment, et qui permettra de tirer profit spécifiquement de cette issue hyperinflationniste probable pour la sortie de la prochaine crise.